3 secondes. Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première dégustation en live. Bonsoir Sophie. Bonsoir Frédéric. Alors, c'est vrai que la dernière fois, pendant le teaser, je ne vous ai pas présenté Sophie. Donc Sophie est la dame que vous rencontrerez au caveau. C'est elle qui va vous accueillir, vous conseiller, vous faire déguster, préparer vos commandes. C'est elle aussi en ce moment qui prépare toutes les commandes qui sont expédiées. Oui. Et on en fait beaucoup. Et on en fait beaucoup. C'est très bien et je vous remercie tous pour ça. Merci à vous qui êtes devant votre écran. Très nombreux, peut-être. Alors, j'ai à côté de moi l'ordinateur si vous faites un commentaire, si vous voulez poser une question. N'hésitez pas, j'essaierai de répondre en direct. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc, vous avez chez vous des petites bouteilles de dégustation. Nous avons les grandes sœurs. C'est le même vin. Donc, vous allez vous servir chaque vin un après l'autre. Alors, dans un verre à vin. De préférence. De préférence. Verre de dégustation. Ceux-là sont pas mal. Oui. Alors, évitez les verres à moutarde. Vaut mieux avoir un verre avec un cul un peu rond. Voilà. Et les verres à dents, ça ne marche pas non plus. Non, surtout si la brosse reste dedans. C'est ça. Alors, l'ordre de dégustation. Je vous invite à aligner les fioles ou les petites bouteilles devant vous. Donc, nous commencerons avec le Pinot Auxerrois. Donc, vous les alignez de gauche à droite dans le sens de la lecture. Le Pinot Auxerrois, à gauche, donc à votre gauche. En second, le Riesling. Le vin numéro 3, ce sera le Pinot Gris. Numéro 4, le Muscat. Le Gewürztraminer vient en numéro 5. Et le Pinot Noir en numéro 6. Effectivement. Bon, on va commencer, on va attaquer dans le vif du sujet. Pendant que vous vous servez le premier vin, Frédéric va vous en parler un petit peu. Voilà. Alors, le premier, comme je vous ai dit, c'est le Pinot Auxerrois. Alors, tout a commencé dans un institut de recherche en Moselle au début du XXe siècle, tout début du XXe siècle. Ce cépage a été créé là-bas. Mon grand-père, dans les années 50, a vu ça chez un collègue. Il lui a dit « Mais c'est quoi ce que tu es en train de greffer là? C'est bizarre, c'est quelque chose que je ne connais pas. » Et puis il lui a dit « Tiens, tu prends ces greffons, tu les emmènes chez toi, tu les multiplies et tu regardes ce que ça donne. » Quelques années plus tard, mon grand-père, il a planté du Pinot Auxerrois dans différentes situations sur le vignoble de Dorlisheim. Et donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le vignoble de Dorlisheim, c'est une succession de 2 vallées avec une colline au milieu. Nous avons des vignes en plateau, à flanc de coteau et en fond de vallon. Et donc, c'est ce qui est intéressant. Chaque exposition, chaque endroit va amener quelque chose en plus. Donc, en plateau, plutôt de la fraîcheur. Flanc de coteau, plutôt quelque chose de riche, de puissant. Et en fond de vallée, là, on va garantir des arômes parce qu'il fait plus frais. Donc, on va essayer de le goûter. On va essayer de le goûter. Et donc là, je passe la parole à Sophie. Très bien. Donc, prenez votre verre et on va commencer par le regarder. Alors, c'est un vin qui est assez clair, c'est jaune clair, assez brillant. Une fois qu'on a regardé ce vin, on va mettre le nez dedans. Alors, je vous explique pour la première fois. Pour les autres vins, on va procéder de la même façon. Donc, on prend un premier nez. Le premier nez, on ressent beaucoup de fraîcheur, vraiment sur les arômes de fruits et sur la poire Williams principalement. Ensuite, on aère un petit peu. Ça permet d'oxygéner le vin. Vous avez des arômes qui évoluent. Et là, ça évolue un petit peu vers l'abricot sec. Et ça finit sur des notes un peu florales. On sent bien les fleurs blanches. Voilà. Une fois qu'on a mis le nez dedans, généralement, on a envie d'y goûter. Allons-y. Alors évidemment, nous, on crache. Parce qu'on on fait ça toute la journée. Oui.
ou presque, non, on ne va pas exagérer. Mais vous, profitez-en, buvez-le, avalez, vous êtes tranquillement chez vous, il n'y a pas de souci non plus pour la route. Une qui évolue sur des notes d'anis. Je vais le reprendre en bouche et on va continuer. Oui, donc on a bien cet arôme, on disait des fleurs blanches tout à l'heure, maintenant on a du fruit blanc, comme de la pêche blanche par exemple. Et sur la fin de bouche, on a un vin vraiment très, très frais et très goulayant. En alsacien, on dirait suffiche. Voilà. Donc vous pouvez finir tranquillement votre verre de vin, profitez-en, et on attaque le deuxième. Et on attaque le deuxième. Donc le Riesling 2018. Alors, petit aspect pratique. Pourquoi est-ce qu'on dit faites tourner le verre? Quand vous prenez un verre comme ça, vous avez donc, ce qu'on appelle le disque, la surface du vin dans le verre. Cette surface de vin, cette surface, c'est la surface en contact à la fois avec l'oxygène de l'air et avec le vin. L'oxygène sert à exalter tous les arômes. Le fait de faire tourner le verre, vous avez ce disque, la surface, elle est multipliée énormément. Donc le contact avec l'air est beaucoup plus important et donc on va développer beaucoup plus d'arômes. Tout à fait. Merci pour la précision. Alors, je reprends mes petites fiches. J'ai un problème. Je me suis trompé de fiche. Vous êtes trompé de fiche? Bon. Cher Père Noël, j'étais bien sage à l'école, alors j'aimerais bien que tu m'apportes un overboard, une Switch, un Lego Harry Potter, un livre policier. Ah oui, je crois que c'est pas ma liste, hein. C'est la liste de qui? Ça, c'est Clémence. Ah, c'est Clémence. Forcément, c'est Clémence. Bon. On enlève la liste du Père Noël. Ah voilà. Vin numéro 2, Riesling. Je vous invite à servir le vin dans vos verres. Alors, le Riesling est un cépage particulièrement adapté à l'Alsace. En Alsace, traditionnellement, les automnes sont frais, les journées raccourcissent, les vendanges se passent habituellement en octobre. Il fait déjà un peu plus froid. Eh bien, le Riesling, il aime ça. Oui. Le Riesling, il mûrit dans des conditions fraîches. Il va développer des beaux arômes citronnés, des beaux arômes d'agrumes dans ces conditions-là. Alors, le réchauffement climatique change un peu la donne et nous impose de modifier un petit peu notre encépagement. Les parcelles que nous plantions il y a 20 ans en Riesling, eh bien, les prochaines parcelles que nous planterons en Riesling vont être plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, en fond de vallon, là où on va préserver la fraîcheur. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du vignoble de Dorisheim, ces fameuses deux vallées. Nous y avons la moitié de nos vignes, et l'autre moitié sont sur le vignoble de Mutzig. C'est un coteau exposé plein sud, avec différentes expositions, différents microclimats. Donc, certains de nos cépages ne sont plantés comme là-bas, ne sont plantés que là-bas, oui. Tout comme ce Riesling. Et donc, je repasse la parole à Sophie. Donc, comme tout à l'heure, comme pour le Pinot Auxerrois, on va... Roll, je ne sais plus lequel c'est. À droite. À droite, ok, merci. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, on va regarder ce vin. Il est d'un aspect jaune clair, c'est très joli aussi. On commence à avoir une notion de concentration, rien qu'avec la couleur. Au nez, on sent que c'est un vin qui est riche. Sur des notes de fleurs d'amandier, légèrement fumé, pétrolé. L'aération, donc là, tout à l'heure, comme vous expliquait Frédéric, on va vraiment oxygéner, mettre le maximum de matière en contact avec l'oxygène. Donc au nez, on sent vraiment des notes de fruits exotiques, de citron confit. Finalement, ce nez-là, on a vraiment envie d'y goûter, quoi. On nous donne envie de goûter au vin. Et si on sent le vin, si le vin est sympa au nez, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'y goûter. C'est d'y goûter. On y va? C'est parti.
Donc, la première chose qu'on prend en bouche, c'est la fraîcheur. On est sur un vin sec, avec une super structure, une belle richesse. Donc, au niveau de la structure, on a une belle charpente, vraiment sur des citrons qui sont vraiment tenus, qui tiennent le vin et qui apportent toute cette fraîcheur au vin. Ensuite, en milieu de bouche, on va arriver sur une belle salinité. On a envie on salive, tout simplement. Oui. On salive et ça vous donne envie finalement d'y retourner. Donc la salivation, c'est signe d'un grand vin. Oui. C'est quelque chose de très important. Dès que nous, on fait nos dégustations, nos assemblages, et qu'on salive, alors on est très content parce que c'est très important pour nous. Et surtout, donc, sur le Stierkopf, qui est sur un terroir marno-calcaire, c'est vraiment l'expression du terroir. Et c'est là où il faut vraiment souligner que même si on est sur un vin de tradition, on est quand même sur un terroir qui va apporter cette salinité. Tout à fait. Voilà. Donc après cette fraîcheur arrive de très fins amers qui apportent encore qui ajoutent de l'élégance et un équilibre assez précieux à ce vin. Voilà. Donc c'est un vin que vous pouvez servir avec sur choucroute, sur des plats à base de poisson, sur des planchas de poisson grillés, pourquoi pas sur des brochettes type poulet au citron ou des fromages de chèvre, par exemple. Oui. Chèvre un petit peu plutôt avancé, sec. Bien sec. Ouais, voilà. Plutôt sec. Très facile à boire. Alors Sophie, vous parliez de l'amertume. Ça, Oui. c'est quelque chose qui est très délicat. Alors, ça ne se gère pas dans le vin. Ça s'hérite des raisins, ça s'hérite de la vigne. Si la vigne est bien conduite, on a de belles amertumes qui rafraîchissent le vin, qui soutiennent la structure du vin. Et par contre, si les vignes ne sont pas très très bien conduites, alors on a des amertumes beaucoup plus dures, beaucoup moins intéressantes. Et qui desservent le vin. Et qui desservent le vin. Alors, troisième vin. Le Pinot Gris 2018. Oh, allez, Clémence. Une petite invitée. Alors, qu'est-ce qu'on va goûter? Le Pinot Gris 2018. Très bien. Parfait. Parfait. Voilà, la liste du Père Noël. Oui. La liste du Père Noël. T'as oublié, tu l'as mis dans les affaires à papa. Alors, troisième vin, le Pinot Gris. Le Pinot Gris, alors, il y a une légende qui circule en Alsace qui a la peau dure. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est la vérité? Lazare de Schwendi, général sous Napoléon, oui, était en Hongrie, en campagne en Hongrie. Et puis, il a bu du vin là-bas. Il a dit oui, c'est bon, oui, c'est un très bon vin, c'est un très bon vin. Il est rentré chez lui, dans son château, à Kinsheim, et il a goûté un Pinot Gris, bien de chez nous, et il a dit celui-là, il est aussi bon que le Tokaj qu'on a bu en Hongrie. Et depuis, le Pinot Gris s'est appelé Tokaj. Tokaj Pinot Gris. Tokaj Pinot Gris. Alors qu'il n'a rien à voir avec le Tokaj de Hongrie. Absolument pas. C'est un cousin bourguignon, le Pinot Beuro. Comme tous les Pinots bourguignons. Comme tous les Pinots. Tous d'origine bourguignonne. Voilà. Alors, le Pinot Gris que nous allons déguster est comme le Pinot Auxerrois, issu de nos parcelles de Dorlisheim. Donc là, on est plutôt sur des parcelles à flanc de coteau, qui sont mieux exposées, mais surtout où l'eau s'évacue très facilement grâce à la pente, parce que le Pinot Gris est un raisin avec une peau très très fragile. À peine on le touche, la baie elle explose, et ça en fait un raisin très très sensible à la pourriture. Donc plus vite on évacue l'eau, moins on a le risque de pourriture pendant la maturation en septembre. C'est un des plus fragiles en Alsace. C'est un des plus fragiles en Alsace. Donc goûtons-le, déjà mirons-le. Alors si vous avez une petite feuille blanche juste à portée de main, oui, vous verrez qu'il a une robe jaune pâle légèrement saumonée. Donc c'est pas lié au rideau qu'il y a derrière. Effectivement, il y a un petit peu, il y a des petits reflets saumonés. C'est lié vraiment à la peau, tout simplement.
Le Pinot Gris a une peau violette très foncée. Et rien que le fait de presser assez longuement, on va extraire un petit peu des pigments de la peau. Parfait. Donc, on met le nez dedans. On a vraiment un nez typé Pinot Gris, très variétal. On a l'aération, on va retrouver des notes de fleurs, des fleurs de muscari. C'est des petites fleurs bleues là, au printemps que vous avez dans le jardin. Enfin, jardin, ça pousse un peu n'importe où d'ailleurs. On en a beaucoup dans les vignes. Aussi. Ah oui, énormément. Ensuite, ce nez s'ouvre sur des fruits jaunes tels que le coing, la reine Claude qui est assez prédominante. Il finit un petit peu sur les arômes de guimauve, ça rappelle un petit peu les parfums de notre enfance. Ça fait un peu, ouais, presque un bonbon. Presque un bonbon, oui, tout à fait. En bouche. Donc, on a une attaque. C'est bon, hein, moi je crache pas. Hein. Non, vous crachez pas. non. C'est pas bien. Bon, d'accord. En bouche, on a une attaque vraiment sur le fruit, toujours ces fruits jaunes qui sont toujours bien présents et avec beaucoup de peps. Si c'était un bonhomme, on dirait que c'est un jeune cadre dynamique. Voilà. C'est vraiment beaucoup de peps. Ensuite, il évolue sur la rondeur, toujours avec ses notes florales. Il se finit tout simplement. Non, il ne se finit pas simplement. Justement, il se finit avec un palais assez structuré. C'est très riche, ça remplit bien la bouche. Et on finit sur une note très sapide. C'est-à-dire que, pareil, il fait saliver aussi. Et on a vraiment envie d'y retourner parce que c'est très plaisant. Donc, je reprends un chloup. Ah oui. Alors, c'est vrai, c'est pas juste. Sophie a encore de la route pour rentrer tout à l'heure. Oui, alors moi, je crache. Eh oui. Bon, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Eh oui. Voilà. Donc, ça, c'est un vin que vous allez servir, pourquoi pas, avec des choses, des plats bien riches, hein, même gras. On va dire, ça ne se dit pas, hein, des plats gras, c'est péjoratif. Riche, voilà. Riche. Ouais. Donc, tel un cassoulet, ça, avec un cassoulet, ça va dégraisser le cassoulet, c'est surtout ça, tout en nourrissant. Jambon en croûte, quiche, des viandes blanches, des poulets grillés ou des poulets en sauce, parfait. C'est vrai que ce côté sapide, salin, qui fait saliver, va aider à évacuer aussi ce qui est un petit peu plus gras, un peu plus onctueux dans ces plats riches, et ça lave la bouche, ça évacue le sucre, ça évacue tout, et ça laisse une impression fraîche. Et d'équilibre. Et d'équilibre. Finalement, avec le plat. Tout à fait. Très joli quand même. Hein, sympa. Alors, 4e vin, le muscat. Alors, le muscat, on dit le muscat, on devrait dire les muscats. En Alsace, on a 2 muscats différents. Le muscat à petits grains, qui a été apporté là par les Romains, donc vous dire que c'est ancien. Alors, le muscat à petits grains, donc le muscat à petits grains, on l'appelle muscat d'Alsace. Donc, le muscat d'Alsace, quand c'est bon, ça sent super bon et super fort. Quand c'est mauvais, ça sent toujours super fort, mais ça sent pas du tout super bon. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a un second muscat en Alsace. Alors déjà, on fait que le raisin, il soit beau, il soit bon, pour qu'il sente bon, fort et bon. Mais ce sont des arômes assez variétaux. On a un second muscat, le muscat Ottonel, qui est présent depuis le 18e, 19e siècle en Alsace, qui a des arômes beaucoup plus ronds, de fruits mûrs. Et donc, souvent, on va assembler ces 2 muscats. L'un va apporter plus de fraîcheur, le muscat d'Alsace. Le muscat Ottonel, souvent, manque un petit peu de fraîcheur. Et donc, en assemblant ces 2 vins, on va créer un bel équilibre. Alors, nos muscats, tout comme le Riesling, sont plantés sur le Stierkopf. Donc, surtout le muscat d'Alsace, qui a besoin de soleil pour mûrir correctement,
pour avoir des beaux arômes de fruits secs, de fruits mûrs. Et le muscat au tonnelle, lui, on peut se permettre de le mettre dans des situations un petit peu moins exposées pour qu'il garde de la fraîcheur. Et donc là, nous avons un assemblage de ces deux muscats. Que va nous décrire Sophie? Parfaitement. Donc, toujours, l'aspect visuel, on a un jaune léger, voire pâle. On va pas demander à un muscat d'avoir un jaune puissant. Hein. C'est Et encore, c'est pas si pâle que ça. pas si pâle. Ah, oui, c'est bon, pas mal. Hein. C'est très brillant. C'est très brillant. Il est super brillant. Donc, au nez. Alors, tout de suite, au nez, on a le croquant du muscat. On a vraiment l'impression de prendre la grappe et de croquer dedans. Quand elle est fraîchement coupée pendant les vendanges, vous savez ça. Hein, ah oui. Ah oui, forcément. Et c'est un peu le problème d'ailleurs. Les vendangeurs perdent en rendement quand on vendange du muscat. Oui. Parce qu'une grappe sur deux, il faut qu'ils vérifient la qualité. Ah bah c'est sûr. On leur demande de vérifier la qualité. Ah oui. Donc. Et je sais qu'il y a des vendangeurs qui nous écoutent. Petit coucou à Hervé. Coucou Hervé. Donc il sait que croquer dans le muscat, c'est un vrai plaisir. Oui, oui, il connaît. Donc on a cette même sensation quand on met le nez dans ce verre. C'était vraiment... on a juste envie d'y goûter, on a envie de croquer dans le raisin. Quand on aère un petit peu beaucoup même, hein, on a toujours ce muscat, mais un aspect un petit peu végétal qui va s'associer et qui rappelle la citronnelle mélisse. Oui, alors végétal, plutôt herbe aromatique. Herbe aromatique, oui. C'est un végétal quand même. C'est un végétal quand même. Mais donc c'est vraiment, ça apporte énormément de fraîcheur au nez. Donc on va le prendre en bouche. Alors en bouche, on retrouve vraiment ces arômes de muscat, mais il y a quelque chose juste avant, c'est un aspect très floral. On a un super équilibre sur ces arômes-là. Ils sont très prononcés et on se rend quand même compte que c'est un vin bien sec. Oui. Voilà. Donc, il faut préciser que c'est pas un muscat. On parlait des muscats petits grains. Oui, souvent qui sont utilisés dans le sud de la France. Tout à fait. Muscat de Frontignan, de Lunel, de Rivesaltes. On utilise donc le même raisin pour faire des muscats très sucrés. En Alsace, on a plutôt tendance à faire des vins secs. Et d'ailleurs, ça apporte plus d'aromatique au vin, de le garder sec. Donc, c'est un vin sec, élégant. Il a une belle longueur en bouche. Hein, si vous le gardez un petit peu, vous voyez que c'est très long. Et ça, juste une petite finale sur des notes épicées. C'est très plaisant. C'est goulayant. C'est un vin pour l'apéritif. Ça éveille vraiment les papilles. J'ai dit les papilles, pas les papilles. Vous savez, pas les papilles. Voilà, les papilles. Bon, ça les réveille aussi. Ah, ça les éveille aussi. Oui. Moi, ils apprécient effectivement. Oui. Mais donc, à l'apéritif, sur des plats aussi, des plats de légumes verts. Le muscat s'associe très facilement avec les végétaux. Oui. Voilà. Donc, faites-vous plaisir avec des muscats, même l'après-midi. Je ne l'ai pas dit, mais l'après-midi. Sympa. Quand il fait chaud. Quand il fait chaud, sur la terrasse, quand il fait frais, devant la cheminée, à tous les moments. Alors, je reviens juste sur le pinot gris de tout à l'heure. Une certaine Valérie de Stossbier. Ah oui. Oui, qui a trouvé des notes fumées dans le pinot gris. Alors effectivement, il y a un peu des notes fumées. Elles sont un peu en retrait par rapport à tous les fruits que l'on ressent. Il y a un certain Pascal K de Colmar qui propose de partir sur des plats crémés avec le pinot gris. Tout à fait. C'est ce que nous avions plus ou moins dit. Merci Pascal. Oui. Effectivement, les volailles crémées, même les poissons. Hein, voilà. Et coucou Valérie. Alors oui, Valérie, effectivement, le fumé, c'était pour le pinot gris, pas pour le muscat. On avait bien compris. Merci. On passe au suivant. Alors, le vin suivant, vin numéro 5, si vous avez bien suivi, c'est le Gewürztraminer. Oui. Voilà, je suis perdu dans mes fiches. On va faire comment ?
décidément. Alors, le Gewürztraminer est un... Oui, C'est bon? Oui, c'est bon. oui. Le Gewürztraminer est de la famille, enfin c'est un cousin du Savagnin rose. Ouais. Voilà. Le Savagnin rose, ça vous dit nous quelque aide. chose? Hein. Ouais. Alors, Savagnin rose, c'est surtout utilisé dans le Jura pour faire les vins jaunes. Les vins jaunes. Non. Non, pas les vins Savagnin jaunes. rose, c'est pas utilisé dans le Jura. Le Savagnin est utilisé dans le Jura. Ah bah oui, il Alors, n'est pas rose là-bas. ah Le bah, il est pas Savagnin rose. rose, il est utilisé à Heiligen, Et voilà. Oui. Bergstein, Stein. Heiligenstein pour le Klevener Et de voilà. Heiligenstein. Donc, le Gewürztraminer est un cousin du Savagnin rose. Il est originaire de la région de Tramine, dans le Tyrol italien. Alors là, hein, ça vous bouche un coin. Oui. Mais alors, c'est la version épicée du vin de Tramine, d'où le Gewürz. terme Gewürztraminer. Alors, ce vin est également issu de nos parcelles d'Orlisheim. Alors, surtout d'une exposition particulière. Donc, le Gewürztraminer, s'il a très chaud pendant la maturation, ces arômes on va perdre un petit peu le côté rose, floral, qui nous est si cher, et on va aller plus sur des notes épicées. Et donc, sur notre Gewürztraminer de la gamme Tradition, nous aimons bien avoir ce côté floral. Pour éviter ça, eh ben, nous avons la chance d'avoir une parcelle son exposition fait qu'elle a le soleil à midi. Donc là, vous allez me dire, c'est là où c'est le plus chaud. Mais c'est pas grave, puisque le soleil, il est dans l'axe des rangs. Donc les raisins ne sont pas exposés directement au soleil. Les raisins sont exposés au soleil, soit le matin, là où il fait frais, ou alors le soir, et le soleil du soir, celui-là, il tape. Et bien cette parcelle, elle est protégée du soleil du soir. Donc le raisin va mûrir dans des conditions un petit peu plus fraîches. Pour préserver ses arômes floraux. Alors, ça, c'est la théorie. Maintenant, on va voir si la pratique... On va voir ça. Déjà, on va voir. Donc, je vous pique votre feuille Mais blanche, oui, là, mais c'est oui, une mais petite oui, fiche. Hein. Donc, toujours un aspect très jaune pâle. Hein, Oui. Oui. Un petit peu plus soutenu. Ouais. Des petits reflets dorés, effectivement. Hein. Oui. Au nez. Alors là, le nez... le nez, oui. Nez vraiment avec ses notes florales, les notes exotiques. Alors moi, j'ai déjà aéré parce que j'ai qu'une envie, moi, un Gewürztraminer, c'est d'aérer pour qu'il révèle tous ses arômes. Donc, fruit de la passion qui est présent. Ensuite, on a de l'amande qui arrive. Mmh. C'est joli, ce côté floral, fruité. Oui. Et plus on aère, plus on arrive... Et puis, chauffez-le un petit peu. Oui. Essayez de le chauffer. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de servir les vins plutôt frais. Oui. Mais si on les laisse chauffer un petit peu, si on les aère vraiment, on explose tout le potentiel aromatique. Tout à fait. Des notes de miel très frais, comme un miel d'eucalyptus, par exemple, qui apporte vraiment cette fraîcheur au nez. Donc, bien évidemment, comme c'est un joli nez, on n'a juste qu'une envie, c'est d'y goûter. Oui. Comme c'est un Gewürztraminer, toute la puissance aromatique de ce vin va se retrouver en bouche. On l'a en bouche, ça remplit la bouche totalement. Et donc, c'est la continuité du nez. Donc, ces notes florales qui sont surtout en rétro-olfaction, c'est-à-dire ce qui revient par le nez. Démonstration en direct de la rétro-olfaction. Parfait. Hein, pas mal. Hein. Donc, en rétro-olfaction. Et puis, vous avez donc cette continuité sur les notes exotiques. Donc, toujours encore ce fruit de la passion, cette mangue et un petit peu d'agrumes qui arrive là. Je vais reprendre en bouche 2 minutes. Effectivement, c'est très prenant. Ces notes exotiques. Sur la longueur en bouche, alors c'est quand même un vin, malgré que ce soit une gamme Tradition, c'est un vin qui a une belle longueur en bouche. Et on finit sur une note toute fine d'épices. Oui. C'est très joli.
Alors, avec quoi? Faites-nous rêver avec le plat. Là, Ah. je sens que vous allez nous sortir le secret Alors, de la réussite je vais avec le révéler mes Gaylirs. secrets. Alors là, voilà. Quand j'ai goûté ce vin-là, j'ai dit ça va avec un carpaccio d'ananas. Oh, carpaccio d'ananas, on prend l'ananas, on le coupe, tac, et puis voilà. Non, on va y rajouter un petit peu de jus de citron vert, Ah, oui. un trait d'huile d'olive, Ah oui. et pour finir, du poivre du Séchouan. Ah oui. Là, oui, tout Voilà. de suite. Là, vous allez faire un oui. carton à Noël. Là, obligé. Oui. Et c'est vrai, il a cette fraîcheur en bouche, il a le côté agrume qui est présent, ce qui est presque étonnant pour un Gewürztraminer. Et cette cette finale épicée qui cadre très bien avec le poivre de Sichuan. Maintenant, si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas. On Oui, peut vous oui, lire. oui, oui. Alors, il y a un combat là de dégustatrices qui sent les kiwis, les fruits de la passion. Donc, ça m'a l'air Ah ouais. intense. Non, oui. C'est studieux alors. Et du litchi. Et Et du du litchi. litchi, pardon. Oui, c'est écrit petit, mais j'ai des mauvais yeux. Bon, adieu vin blanc. Adieu vin blanc, c'est parti pour le vin rouge. Eh oui. Oh, rouge. Rouge, Rouge léger pour cette semaine. On attaque les choses un peu plus sérieuses la semaine prochaine. tout à fait. Alors, je vous invite à vous servir avec le 6e et dernier vin de cette séance, donc le Pinot Noir. Alors, le Pinot Noir, on va revenir à nos amis les Romains, a été diffusé dans le nord-est de la France par les Romains. Alors, ils ne l'ont pas emmené de chez eux, de Rome, ils ont récupéré ça en Suisse, et du coup, ils l'ont ramené plus au nord, par la vallée rhénane, et diffusé dans tout le nord-est. C'est le seul cépage rouge d'Alsace. Oui. Alors, le jus l'instant. Pour l'instant. Ben voilà, le réchauffement climatique, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Le jus de ce raisin est blanc, comme d'ailleurs tous les raisins d'AOC Alsace. d'AOC Alsace, oui. française. Mm. Voilà, je passe pour un ignare. Quel cépage a le jus rouge? Le tanat. Le tanat, effectivement. Mais on y reviendra sur une autre. Au tanat? Oui. Dans d'autres. Non, mais parce qu'on est en Alsace, donc on Oui, n'y reviendra non, pas. on n'y reviendra pas. Donc c'est parenthèse fermée. Alors, pour obtenir cette couleur que va nous décrire Sophie dans un instant, on fait macérer le jus avec les baies. Et donc, les pigments vont se diffuser. Voilà, les pigments vont diffuser dans le vin pour obtenir cette couleur. Alors, toujours de notre gamme tradition, donc les parcelles de ce pinot noir sont issues à Dorlisheim. Pareil, dans des situations un peu différentes, un coup à flanc de coteau et en haut sur un plateau calcaire. On évite les fonds de vallée pour le pinot noir parce que c'est le deuxième cépage le plus fragile d'Alsace après le pinot gris, donc très sensible aussi à la pourriture. Alors, à flanc de coteau, ça va donner un vin très puissant, très capiteux, mais ce n'est pas forcément ce qu'on recherche dans notre gamme tradition. C'est pour ça qu'on a des parcelles en haut sur le plateau calcaire, où on va conserver de la fraîcheur. Oui. Et donc, fraîcheur, on a aussi la fraîcheur contribue à cette couleur. À cette couleur, c'est une rouge grenat, mais très jolie, très limpide. Donc ça y est, j'ai déjà mis le nez dedans, désolé. Donc on est au premier nez, donc sans trop l'aérer, vous avez des notes de framboise toutes fines. Ensuite, avec l'aération, et peut-être aussi le réchauffage, n'hésitez pas à le chauffer un petit peu dans vos mains. Ça permettra juste aux arômes de se diffuser. C'est vrai que c'est un nez très, très gourmand. Oui, c'est très fruité, donc framboise et surtout griotte qui arrive ensuite avec l'aération. Pareil, je reviens sur le même terme que j'utilisais pour le muscat, c'est presque croquant. Oui. Donc, on va le goûter. Ah oui. Alors, en bouche, c'est un vin, on sent que c'est un vin léger. Il s'ouvre tout
petit à petit, il ne faut pas hésiter à le chauffer encore un petit peu entre les mains. Ça s'ouvre toujours sur ces arômes de fruits qui restent persistants, cette framboise, cette griotte. Et donc, c'est un vin qui a pas de prétention particulière, si ce n'est que d'être plaisant et rafraîchissant. C'est ça. Voilà. C'est exactement comme ça qu'on le construit, qu'on Mhm. fait les assemblages, qu'on va récolter les raisins aussi dans cette optique-là. Oui. Vraiment garder la fraîcheur et la buvabilité en toute saison. Hein. En rosé, en été, on a tendance à boire du rosé. En hiver, on va boire un pinot noir, pinot noir. dans cette gamme-là. Oui, tout à fait. Et donc, sur la fin, on a pareil, une finale sur des tanins assez fondus. Ça structure un peu le vin et ça, finalement, ça l'habille pour la fin de bouche. Oui. On perd, pardon, on complète cette fraîcheur par la structure tannique. Oui. C'est intéressant. Voilà. Ouais, donc, sympa. Comme expliqué tout à l'heure, c'est un vin qu'on sert un petit peu avec tout, avec des tourtes, avec des viandes rouges grillées, un steak, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter à faire autre chose, un boudin, des fromages. Par contre, là, on va laisser la biquette de côté, plutôt des camemberts ou des brie, pas trop faits. Oui. Voilà, des fromages à croûte fleurie, très jeunes. Voilà. Oui. Effectivement. Tout à fait. Je reviens juste sur le Gewürz. Oui. Monsieur Pascal K. de Colmar. Ah, encore. Encore lui. Ah, bah, pertinent. Oui. Allons-y. Une autre recette. Ah. Alors, je lis parce que c'est long. Ananas poêlé au beurre salé, poivre timut et cuillère de miel pour finir la cuisson. Très bonne idée. Très bonne idée. Poivre timut est excellente idée. Parce que il a une légère touche très citronnée. Oui. Et donc, et qui accompagne bien ce côté fruité, fruité épicé du Gewürz. Dans le Gewürz, effectivement. Merci, Pascal est un fin cuisinier. Oui. Vous me donnerez l'adresse? Je vous donnerai l'adresse? Oui, il faut qu'il nous invite. Ah oui, bah oui. Bon, maintenant, il est fermé. Hein. C'est pas drôle. Hein. Ah, mais il n'est pas cuisinier? Ah, il n'est pas cuisinier? Ah, non. Ah, d'accord. Il est pas cuisinier, mais pas cuisinier. Non. Bon, c'est nuancé, toutes ces histoires. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous. Oui, c'était un exercice sympathique? Ouais. Sympathique. Pour vous aussi? On l'espère. Oui. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, donc toujours vendredi soir à 18h. Et là, nous allons déguster la gamme des Stierkopf. On rentre dans le sérieux. Voilà. Il nous reste encore des coffrets d'échantillons. Et si jamais on peut encore en faire, oui, remplir les bouteilles. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà. Toujours pareil, vous avez jusque lundi pour les commander pour qu'on vous les envoie par la poste. Et sinon, venez les chercher au caveau. On vous accueillera avec plaisir. Et vous pouvez trouver aussi ces packs sur le site internet. Oula, j'entendais pas. Quelqu'un qui court. Qui c'est qui vient là? Qui c'est qui vient nous voir? Coco, tu vas chez papa? Allez. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Bonne soirée. Tu fais coucou, Julie?